go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down on the right side, possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Salut tout le monde et bienvenue pour ce 46e épisode du Faceful Podcast. Kevin au micro exceptionnellement puisqu'Eliott ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, le débrief de la victoire plus difficile que prévu face aux Rams et nos attentes en vue de notre premier match en prime time de la saison jeudi face aux Giants. Pour m'accompagner ce soir, le tombeur de ces dames Olivier et celui qui veut racheter les Raiders pour donner un contrat via Jimmy Garoppolo, Gonzague. Comment ça va les gars ? Hola, ¿qué tal ? Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le plus gros débat autour de cette victoire, finalement, c'était la prestation de Brock Purdy qui, finalement, en a donné un petit peu moins que d'habitude. Olivier, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Que dire ? Il a fait une première mi-temps correcte. Il a fait un superbe drive pour qu'on aille marquer le touchdown juste avant la mi-temps. Et ça, c'est quelque chose de très important, la gestion du chrono. Mon copain Gonzague sera d'accord avec moi là-dessus. Ok, oui. Par contre, je fais partie de ceux, on en a parlé en direct, nous, pendant le match avec les copains. Il y a 3 actions dans le match où il a la possibilité de mettre un bon ballon à un partenaire. Je crois que c'est 2 fois sur Deebo et 1 fois sur Aiyuk, où les passes sont pas du tout ajustées, elles sont trop longues. Et ces trois occasions-là auraient fait que le match aurait été plié beaucoup plus rapidement. J'ai en tête celle où Aiyuk, il est seul. S'il lui met le ballon dans les mains, il y a touchdown. Il n'y a même pas à discuter. Voilà. Et les 2 autres sur Deebo, c'est des actions, tu te retrouves à être en 3e et 6 ou en 3e et 9, alors que logiquement, tu es en first down. Ça, c'est le point sur lequel il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille parce qu'après, tout le reste, c'est très bon. On est aussi très, très exigeant à San Francisco dans le sens où on est habitué à vouloir de l'excellence tout le temps. Et le gamin nous a prouvé qu'il pouvait être excellent. Donc, c'est très, très bien aussi par rapport au match. Ça permet de nous remettre un petit peu en question. Et pour Purdy, moi, je trouve que c'est un bon match. Mais ça ne dépasse pas, sur notre sur 20, ça ne dépasse pas 12-13 sur 20 pour moi. Toi, Gonzague, est-ce que pour toi, cette prestation de Brock Purdy, c'est plus inquiétant ou c'est vraiment pas un accident de parcours parce que ce serait sévère, mais juste un mauvais match qui sera vite éliminé ? Bah écoutez, moi, j'ai lu en effet beaucoup de remarques qui allaient dans le sens d'Olivier. Et de manière générale, je vous trouve un peu sévère envers le gamin. Moi, j'ai pas trouvé qu'il ait fait particulièrement un mauvais match. Il y a eu 2-3 actions qui étaient très visibles parce qu'on était sur des lancers verticaux assez longs et donc les gens l'ont retenu facilement. Je répète encore une fois que Brock Purdy n'a jamais été connu, ni à l'université, ni en pro, pour être un gros bras. Alors on va me dire, oui, mais c'est pas une question de gros bras, c'est une question d'ajustement. Oui, mais c'est souvent un problème des quarterbacks qui n'ont pas nécessairement de gros bras, c'est des problèmes d'ajustement où ils ont tendance à suralimenter la passe. Et là, pour le coup, on l'a vu, il s'est un petit peu raté par 2 fois. Je prends ça plus comme un accident de parcours par rapport à des tracés complexes, notamment celui de Aiyuk auquel tu fais référence, où quand tu vois le début, il nous fait une petite course vers l'intérieur avant de repiquer et en profondeur. Voilà, je pense que c'est plus des passes ratées d'accident de parcours dû à un travail il doit muscler son bras. Voilà, il doit muscler son bras de manière générale. Je pense que ces problèmes d'ajustement sur les passes longues, on les verra peut-être 2 ou 3 fois sur des matchs à venir, ce qui correspond à son physique d'aujourd'hui. Ce n'est pas choquant en tant que tel. Oui, parce que finalement, sur ces passes longues, c'est une des premières fois, finalement, au bout de 7, 8, 10 matchs, qu'on voit Brock Purdy se rater autant, parce que habituellement, les longues passes sont plutôt précises de sa part. Alors, il y a juste un élément qu'il faut regarder souvent quand il tente des passes longues, c'est qu'il est souvent dans... C'est un jeu qui est très particulier, Purdy, qui sort un petit peu de l'ordinaire au niveau de l'emplacement des jambes au moment du lancer. Vous verrez que c'est quelqu'un qui est un peu comme Alex Smith, avec un peu des sauts de cabri. Lorsqu'il tente des passes longues, il y a un côté un peu excitation, si on veut. Et là, il a presque, j'ai envie de dire, tenté ses passes un peu trop dans un fauteuil. Les pieds bien enracinés au sol, presque trop par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Et je pense que sa variable d'ajustement a peut-être pêché à ce moment-là. C'est plus une position, je pense,
du pied et une question de mouvement liée au moment du lancer qui fait qu'il a peut-être eu des problèmes d'ajustement. Peut-être que lorsqu'il est plus en mouvement dans son lancer, il arrive paradoxalement à être plus précis. Je sais que ça sort un peu de l'ordinaire par rapport à d'autres quarterbacks, mais c'est quelque chose qu'on remarque souvent chez lui. Finalement, ses passes sont plus précises sur les passes longues lorsqu'il est en mouvement, plutôt que un peu comme un Mahomes en fait. Aussi Mahomes, c'est un peu cette particularité aussi. Après, il en a quand même, j'ai en tête, j'en ai oublié une, il en fait une très, 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 très vilaine, mais vraiment très vilaine sur une slant pour Dibbo, où il lui met le ballon 1 mètre derrière lui. Celle-là, elle est plus que moche, et c'est Marc Sanchez qui commentait, qui sur le ralenti, on voit qu'il explique la position des pieds, qui sont pas positionnés correctement. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il était un peu entre guillemets nonchalant sur son positionnement au niveau du bas du corps. Alors, est-ce que c'était juste sur le match? Espérons, parce que voilà, j'ai cette slant en tête qui était vraiment, mais vraiment pas belle. On voit bien Thibaut qui rentre, qui coupe intérieur, et s'il lui met la balle dans les mains, connaissant Thibaut et puis le match qu'il nous a produit dimanche contre les Rams, il était parti pour faire encore du sale en yard after catch. Mais celle-là, c'est vraiment celle que j'ai trouvée vraiment vilaine, c'est celle-là. Ah bah celle-là, pour le coup, je te rejoins complètement sur celle-là. Celle-là était en effet complètement ratée. Et là où je vais te rejoindre complètement, c'est que j'ai trouvé Purdy presque trop tranquille par rapport au jeu qu'il pratique d'habitude. Et ça lui va moins, paradoxalement. Son petit côté électrisant, avec son jeu très en mouvement qu'il a l'habitude de faire, correspond, je pense, d'habitude nettement mieux à ses attributs. Voilà, je pense que... Il ne faut pas qu'il pense que la place lui est trop assurée et qu'il commence à jouer de manière plus nonchalante parce que ça lui correspondrait moins. Et donc, il risque de perdre en productivité. Là-dessus, je te rejoins. Et est-ce que finalement, il n'aurait pas pu manquer de rythme? Parce que par rapport au premier match où l'attaque était tout le temps sur le terrain, où il lançait, où il n'arrêtait pas de répéter ses gammes, là, les Rams ont quand même donné de très longs drives offensifs. Brock Purdy a dû attendre de longues minutes pour revenir sur le terrain à chaque fois. Est-ce que ça pourrait aussi expliquer un manque de rythme qui explique finalement des passes moins précises que d'habitude? Bien entendu. Puis en même temps, on fait des critiques. Ce ne sont pas des critiques, comment dirais-je, c'est plus t'es un bon élève qui a fait un super premier trimestre, tu vois qu'au deuxième trimestre, tu sais qu'il peut faire mieux. Voilà, donc Purdy, c'est un peu ça aussi. On est exigeant avec lui, c'est ce que j'ai dit en préambule, on est exigeant avec lui parce qu'on sait qu'il a des qualités, il nous a prouvé qu'il avait des qualités, et ce que tu dis, ça rentre en ligne de compte aussi. C'est vrai que les Rams sont super bien joués, il faut leur rendre hommage sur le match. J'ai été vachement surpris de ce qu'ils ont produit, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est vrai que la longueur des drives et le fait que Purdy rentrait et qu'en plus on a exploité McCaffrey, son bras n'a pas été développé sur tout le match, et je pense que ça fait partie des raisons qui peuvent amener à une petite déconcentration. En même temps, il est jeune, c'est que sa deuxième année en tant que quarterback. On pinaille bien parce qu'il est quand même toujours invaincu. Et puis finalement, c'est quand même le pire match de sa carrière sous le maillot des 49ers. Il fait quand même 200 yards, on marque 30 points. Ça va. Sans touchdown, ce qui est une première. Sans touchdown à la passe de sa part, ce qui est une première. Donc, statistiquement parlant, c'est son plus mauvais match d'un certain point de vue. Il y a la passe pour Dibbo qui est comptée. La passe sur le... Non, elle n'est pas comptée. À ma grande surprise, elle n'a pas été comptabilisée. C'est pas une passe, ça, ouais? Non. Je l'avais comptabilisée à titre personnel comme passe. Je me demande s'il n'y a pas eu un changement dans les règles à vérifier. Alors, peut-être que nos auditeurs pourront nous écairer par rapport à ça. Mais pour moi, je l'avais considéré comme une passe. Mais lorsque vous regardez les stats, il est à 0 touchdown à la passe et un touchdown à la course. Donc, j'en suis moi-même aussi très étonné. J'invite nos auditeurs à éventuellement m'éclairer par rapport à ça, parce que pour moi, je l'avais comptabilisé comme une passe. Ah oui. Moi, je sais pas, c'est une passe latérale, alors est-ce qu'elle est comptabilisée? Moi, je sais pas, faut pas se... Le fait peut-être qu'elle était passée en... Je sais pas, peut-être il faudrait que je revoie l'action, je l'ai plus en tête, mais peut-être qu'elle a été légèrement en arrière. Je viens de me faire le match là, moi, donc je vais te revoir. Il est comptabilisé à la course pour Dibbo, en tout cas, le touchdown, à la course. Et puisqu'on parle de Dibbo Samuel, la transition est toute trouvée. Gonzague, est-ce qu'on a retrouvé le vrai Dibbo Samuel? Est-ce que c'est le Dibbo des Rams et on va retrouver un Dibbo Samuel un peu moins productif la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu en penses? En grand fan des Gamecocks, j'aimerais bien dire qu'on a retrouvé le Dibbo Samuel. La réalité fait que même si j'adore le joueur, il est pour moi définitivement le receveur numéro 2
de cette équipe. Je crois que le débat n'a plus vraiment lieu d'être et à la fin de la saison va se poser très clairement la question de son salaire pour un statut de receveur numéro 2. Donc il a fait un bon match, hein, il est vraiment utilisé en couteau suisse sur ses yards after catch qu'il est capable de produire, mais j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus unidimensionnel là-dessus. Et donc même si les stats sont plutôt bonnes, je ne sors pas nécessairement convaincu de Deebo par rapport à tout ça. Je sais que beaucoup d'auditeurs seront peut-être d'un avis différent du mien, mais je l'assume pleinement. Je trouve pas que ça mérite son salaire aujourd'hui. Je pense qu'Olivier n'est pas trop d'accord avec cet avis. Ouais, non, pas besoin d'aller voir les auditeurs, je vais prendre la défense de Deebo. Là, on a retrouvé du véritable Deebo. En plus, comme je viens de dire, je viens de me refaire le highlight juste avant le podcast. Quand on le voit courir avec l'intensité qu'il met, quand il appelle le bloc et que Kittle n'est pas assez rapide pour lui poser le bloc et qu'il rentre dans le mec, qu'il le fend en deux. L'année dernière, il faisait quasiment jamais ça. Là, on a retrouvé ce Deebo incisif qui demande les ballons. Tu dis, au niveau de la production, il y a quand même trois passes ratées de Purdy qui étaient sur lui, qu'on peut pas lui imputer du tout. C'est pas des drops, c'est vraiment des ballons et tu rajoutes ces 3 réceptions-là, ça lui aurait fait un match monstrueux. Moi, je trouve qu'on a retrouvé du vrai Deebo et je trouve qu'il a été pas assez utilisé. Il aurait pu être encore plus utilisé. À mon avis. Donc, je pense qu'on est en train de trouver le complément idéal pour Christian McCaffrey pour diminuer la charge de travail de CMC. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je vais répondre sur tous les points quasiment. Tu dis qu'on a retrouvé que l'année dernière, il n'était pas capable de faire ça. Sauf erreur de ma part, comme tout match face aux Rams qui se respecte, il avait produit l'année dernière face aux Rams. Et encore davantage que sur ce match-là. Deuxièmement, j'insiste vraiment sur le côté unidimensionnel, sur les jeux qui ont été appelés vers lui. Où je trouve qu'aujourd'hui ça se réduit au maximum. Et enfin, troisième point sur lequel je suis en total désaccord avec toi, c'est quand tu dis que ça diminue la charge de McCaffrey. Pour la première fois depuis la prise en main de Shanahan dans les 49ers, un running back a été aligné sur tous les snaps. McCaffrey a été aligné sur tous les snaps. Va diminuer. Je sais qu'il a joué tous les snaps. Donc moi, je suis désolé. Sur ce match-là, il a fait une bonne performance. Je ne la nie pas. Néanmoins, je m'inquiète pour la suite sur la vision que le coaching staff a de Deebo Samuel sur un côté où il devient de plus en plus un Curtis Samuel, c'est-à-dire un yard after catch unidimensionnel sur des passes latérales et qu'on ne va plus chercher autrement sur d'autres jeux. Je trouve que son influence sur le jeu offensif se réduit année après année. Et même si aujourd'hui, ce match fait un peu exception, la réalité, c'est que tu vois que c'est quand même très réduit les schémas de jeu qui le concernent. Je te trouve extrêmement dur avec Deebo Samuel. Pour moi, c'est pas un receveur 2 et puis c'est pas un running back 2. C'est un running back 1.5 et un receveur 1.5. C'est quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer dans les deux secteurs du jeu, qui s'exprime à merveille. On l'a vu face aux Rams. Après, c'est aux Rams, c'est au SoFi Stadium, ou on devrait peut-être dire le Deebo Stadium. Je sais pas tellement il surperforme dans ce stade à chaque fois. Mais c'est dur de dire que c'est qu'un receveur numéro 2 alors qu'il produit énormément, quoi. Ouais, je parle vraiment en schéma de jeu. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne nie pas sa performance et encore moins sa performance statistique. Ce qui me concerne, c'est le salaire déployé pour lui, la charge qu'il représente dans la masse salariale par rapport à des schémas de jeu qui sont dessinés pour lui, qui se réduit comme peau de chagrin. Donc je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Soit le coaching staff me fait mentir et on l'utilise sur des jeux plus complexes pour les matchs à venir, soit je m'inquiète du fait qu'aujourd'hui on a 2 cibles principales que sont McCaffrey à la course et Ayuk à la passe, et que Deebo Samuel sont un petit peu un joueur type intermédiaire, sur lequel les dessins de jeu qui lui sont destinés sont de plus en plus réduits après année. C'est ça que je veux mettre en avant. Je ne conteste pas la performance. Je m'interroge sur les schémas de jeu qui l'ont concerné sur ce match-là. Ouais. J'entends ce que tu veux dire, mais je suis beaucoup moins inquiet que toi. On sait que le staff a tendance à bien réagir. Moi, je trouve au contraire qu'il va être utilisé comme Shanahan. Enfin, Shanahan l'a expliqué. Il a dit clairement qu'il avait fait une erreur par rapport à l'utilisation de CMC, qu'il allait revoir les schémas. Et c'est en ça que je te disais que Deebo, son utilisation va permettre de diminuer la charge de CMC. Je sais très bien que sur le dernier match, non, mais c'est ce Deebo-là permet de retrouver un équilibre de temps de jeu, à mon avis.
Autre fait marquant de cette rencontre, on a la prestation défensive, surtout en première mi-temps, qui pose question. Olivier, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette prestation qui finalement a laissé les Rams longtemps, très longtemps, trop longtemps dans la partie? Ah bah alors deux choses. Premièrement, je pense qu'il faut tirer un énorme coup de chapeau aux Rams. La O-line des Rams. Les gens ont dit en début de saison que c'était catastrophique et tout. Preuve en est que entre l'université et la NFL, c'est pas le même monde. Parce que les mecs qu'on a vu jouer là, qu'on a vu jouer sur ce match-là, on a retrouvé, enfin, sur la première mi-temps, c'était exceptionnel ce qu'ils ont produit, sachant que c'est pas un manque de volonté de notre équipe au niveau de la D-line. C'est juste qu'en face, ça a tenu le choc. Ça a tenu le choc. Et tant que ça a tenu le choc, on a été bien embêtés. Et c'est là qu'on se rend compte de la faiblesse d'Ambry Thomas. D'ailleurs, il est encore sorti. Hein. C'est pas moi. Hein. J'étais pas à bord de terrain, mais il est encore sorti. Il a commencé le match titulaire. Il a été comme d'habitude. Il n'a pas été cornerback. Il a été ridicule, donc il a été sorti. Le noir a décalé en cornerback 2 et Isaiah Oliver est rentré en nickel. Mais sur la première mi-temps, on s'est rendu compte de notre gros souci défensif. Si le front seven ne met pas une pression suffisante sur le quarterback. On l'a vu et on s'est fait découper en long, en large, en travers. Les Rams ont simplifié le jeu. Ils ont quasiment pas couru. Ils ont commencé à courir quand ils sont arrivés dans nos 10 yards. Tout le reste, ça a été donner la balle à Stafford et vous avez qu'à vous démarquer, je vous donne le ballon. Et ça a fonctionné. C'est vraiment l'axe de travail. Si on veut faire mal à San Francisco, c'est jouer comme ça. C'est jouer vite, jouer précisément. Pas faire des grandes passes parce que sinon on rend la balle rapidement, mais laisser l'équipe de défensive San Francisco sur le terrain et le plan de jeu de McVay était quasiment parfait. Maintenant, il faut être capable de tenir pendant les 4 quarts-temps, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire, mais je vais être très honnête avec nos auditeurs, jusqu'à quasiment la fin du 3e quart-temps, je faisais pas le malin. Et pourtant, on avait tous parié sur des victoires hyper larges de nos Niners. Donc c'est ce point-là qui t'a travaillé, à mon avis, qui t'a travaillé et qu'il va falloir résoudre comme cette équation. Zach ? Bah écoute, contrairement à toi, Olivier, moi j'ai pas été inquiet de trop du match. Je faisais pas le malin, ça c'est sûr, mais je n'étais pas non plus inquiet. Là où je te rejoins complètement, Olivier, c'est quand tu dis que les Rams sont parfaitement préparés ce match. Je pense qu'ils ont réussi à déceler des points faibles chez nous et à vraiment mettre l'accent là-dessus. En fait, moi, j'aimerais mettre en avant 2 points au niveau de notre défense qui m'interrogent. Je ne critique pas, qui m'interrogent. La première, c'est l'intérieur de la ligne défensive. Ce qui est très étonnant, c'est que depuis son arrivée, Javon Hargrave est plutôt bon. Mais paradoxalement, je ne vois pas la valeur ajoutée qu'il apporte à l'ensemble du corps de l'intérieur de la ligne par rapport à l'année dernière. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Je ne trouve pas que l'intérieur de la ligne ait progressé depuis son arrivée, bien que ses stats soient bonnes individuellement. Donc ça, c'est le premier point. Notamment, on a vu que sur des slants, les Rams ont plutôt été pas mauvais. Et il y a un autre point également que je voulais mettre en avant. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion, c'est plus Kevin qui anime l'émission qui nous dira si on fait des tops et des flops. Mais je pense que nous avons assisté dimanche soir au match, alors je dirais pas mauvais, je dirais le match le plus quelconque de notre duo de safety. J'ai trouvé que Hufanga et Gibson ont fait des matchs finalement assez moyens par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de produire. Notamment sur les passes où ils étaient à la couverture, je pense à Hufanga notamment, et ils nous avaient habitués à mieux. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match. On est vraiment très critique parce qu'on a l'habitude d'être de l'excellence ces dernières années. Mais je mets l'accent là-dessus. Beaucoup de passes de Stafford ont également essayé aussi des passes verticales, plutôt en profondeur par le centre, sur lequel Hufanga était à la couverture et il n'a pas réussi pour autant à stopper. On l'a vu notamment, alors je vais reprendre le cornerback numéro 2, Ambry Thomas, Hufanga ou Gibson, ils ont tous les 3 eu un point commun, c'est qu'ils ont plutôt été au stop derrière la réception, plutôt que d'aller couvrir devant et aller contrer la passe, ce qui fait qu'on a quand même encaissé du yard. Et voilà, je dirais que petit bémol sur notre paire de safety qui nous avait habitués à mieux à la couverture. Est-ce qu'on s'inquiète de Steve Wilkes ou est-ce que c'est juste un accident ? Oh non. J'ai aucune inquiétude quand tu vois la deuxième mi-temps qu'on fait.
Il y avait 17-17 et tu prends 6 points en deuxième mi-temps. Donc tu prends 3 points par carton. Et tu prends les derniers 3 points quand il reste même pas 2 minutes. Si le coach il est pas écouté, en deuxième mi-temps, c'est la même merde. Alors qu'en deuxième mi-temps, on a retrouvé notre équipe de San Francisco. Après, bon, j'en parlerai dans les tops et les flops tout à l'heure, donc je vais pas tout déflorer mon propos. Mais voilà, on a retrouvé un San Francisco qui est efficace, moins flamboyant, mais on va dire, comment dirais-je, à la Kansas City Chiefs. Vous savez ce que je veux dire? On prend des yards, puis putain, on fait une interception. Ben ouais, on a mangé des yards, mais par contre, on a le ballon. Et les mecs, ils n'ont pas marqué. Ça m'a fait penser aux Chiefs de ces dernières années. Si ça peut être un bon présage, chez du bois. Voilà. Complètement. J'avais l'impression un peu de voir un match de play-off dans sa tournure. Je suis assez d'accord avec toi par rapport à ça. Et puis pour répondre à ta question, Kevin, encore une fois, je tire un coup de chapeau aux Rams. Pour moi, c'est l'attaque des Rams qui a été très bonne, plutôt que notre défense qui a été en faiblesse. J'ai vraiment trouvé qu'ils ont été inventifs. On a retrouvé le vrai Stafford que nous aimons tous. Ouais, en tout cas, moi, il était totalement en état de grâce, Matthew Stafford. Ah ouais, vraiment. Il a fait 3 cartons exceptionnels. Et le receveur Puka, dont j'ai oublié le nom, Puka Nacua. Voilà, Nacua qui évolue à BYU en université, que j'aimais déjà pas mal à l'université, qui nous pond vraiment dans un très bon match également. Non, vraiment, l'attaque des Rams, ça a été extrêmement surprenante à la passe. C'est plus ça qu'il faut mettre en avant. On a vraiment affronté une bonne équipe offensive dimanche soir. Notre défense n'est pas à blâmer plus que ça. Vraiment, je ne m'inquiète pas du tout. Mais on accorde quand même 20 réceptions. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, un receveur à 20 réceptions dans un match NFL. Un rookie en plus. On parlait de la secondary, que ça pouvait être inquiétant. Avec le noir, on se posait des questions. Ambry Thomas encore plus. On lui accorde 20 réceptions. Alors, il y a beaucoup de réceptions où tu vois qu'il est au centre et qui se décale légèrement sur le côté. En fait, si je devais donner aussi un autre petit défaut qu'a eu notre défense hier, c'est en effet, hier dimanche, pardonnez-moi, c'est le poste de cornerback numéro 2. En effet, je rejoins complètement Olivier. Et puis, même si le poste de nickel, et on en reviendra peut-être tout à l'heure, a plutôt été bon et surtout a été déterminant sur certains jeux, le poste de nickel a quand même, quand on revoit un peu le match, accordé beaucoup de passes aussi. Il y a eu un problème de couverture, de manière générale, sur ce match-là, sur la secondary. Donc, le poste de cornerback numéro 2 va revenir quand même récurremment. De manière récurrente. C'est aussi sur nos linebackers, les enfants. Je veux dire, c'est un problème de couverture de façon générale. Mais ça, ce problème de couverture, il est évidemment lié à la D-line. Donc, c'est ce que c'était ici. On en revient à ce que je disais au départ. Si ta D-line, elle met la pression sur le quarterback, ce dernier, il a moins le temps dans un fauteuil de lancer. Et si vous laissez Stafford dans un fauteuil, tu peux mettre qui tu veux. Vous savez très bien qu'un attaquant, au bout de main, il va se démarquer. Donc, c'est pour ça que je suis pas inquiet, outre mesure, parce qu'on n'aura pas toutes les semaines la surprise de jouer contre une O-line aussi forte. J'attends avec impatience le match retour pour voir un petit peu si on aura ajusté contre cette défense-là, quoi. Enfin, contre cette attaque-là, pardon. Ok, bon, bah, on passe au top. Gonzague, j'ai à toi l'honneur. Quel est ton top de ce match? Alors, je dis pas que c'était le meilleur joueur sur le terrain, mais j'aimerais quand même mettre en avant un de nos petits arrivés de l'intersaison, sur qui on a tous un peu craché, vu ces matchs, et à juste titre d'ailleurs, vu ces matchs horribles qu'il a fait en pré-saison. On était tous un peu inquiets, et même s'il a accordé pas mal de passes à la couverture, et il a notamment eu quelques petits problèmes de coverage, la réalité c'est qu'il a été déterminant. Je parlais évidemment de Isaiah Oliver. Il y a son interception, il y a également cette dernière action en fin de match qui est déterminante. Également, voilà, il a été là il a changé le momentum en fait. Le momentum est pour lui, et on lui doit quand même une partie de cette victoire à travers ces moments décisifs-là. Voilà, je ne dis pas qu'il a été le meilleur, notamment sur la durée, sur tous les snaps, non, c'est pas du tout le propos, mais il a été déterminant. Et je pense qu'il est bon d'encourager ce joueur qui a quand même pris son lot de critiques, encore une fois, méritées pendant l'intersaison. Voilà, comme quoi l'intersaison et les matchs officiels, c'est pas la même chose. Et coup de chapeau à Oliver pour son côté déterminant sur ce match. Ah oui, totalement. Je veux dire, bon, après, on était tous en colère après lui pour la seule et bonne raison qu'il plaquait pas.
On était tous d'accord qu'il était incapable de plaquer. Et l'action dont tu parles, Gonzague, c'est la fameuse action où il tente une 4e, les gars des Rams, et il rentre plein axe et il empêche le coureur d'avancer. Il fait un plaquage pour perdre. Et Exactement. donc, il fait un plaquage pour perdre. Donc, il y a rien que le terme qu'il fasse un plaquage, c'est exceptionnel. Tu ajoutes à ça l'interception. C'est vrai qu'il a fait, et quand il a été repositionné, enfin, quand il est rentré en nickel, ça a fait du bien. Et comme tu dis, le momentum est totalement pour lui. Je suis 100% d'accord avec toi. Il y a quelques problèmes de couverture, notamment sur les tracés de Nakua, qui avaient tendance à créer la séparation avec lui. Hein. Mais c'est pour ça que je dis pas qu'il a été le meilleur sur le terrain. Mais de manière générale, il a été là dans les moments déterminants et ça, c'est très important. Olivier, ton top? Je vais te laisser le tien parce que je pense que tu vas continuer avec les initiales. Et moi, je vais prendre Jake Moody. Ah. 57 yards, les enfants. 57 yards, boum, il passe et tu n'as pas l'impression qu'il force. Le gars, il est en train de se fermer des bouches. Moi, j'adore les mecs comme ça qui font fermer des bouches. Ça me plaît beaucoup. Et franchement, on va vite, si ça continue comme ça, on va vite oublier que c'est un 3e tour de draft. Et voilà. Donc, je pense qu'encore une fois, le staff a fait son travail et avait scouté de façon cohérente. Voilà. Donc, et bien entendu, comme pour Gonzague, c'est pas le meilleur joueur du match, mais voilà, moi je le mets en top parce que c'est mérité. Alors vous savez, mon amour pour les stats, c'est ce field goal en question, c'est déjà le 2e plus long de l'histoire de la franchise. Et voilà. Bon, rien que ça. C'est bien la preuve qu'on arrive toujours en zone rouge. D'ailleurs, il y a beaucoup d'internautes qui sont amusés du fait qu'on tente maintenant des field goals d'aussi loin parce que Robbie Gould, c'était pas sa plus grande qualité d'avoir une grosse puissance de frappe. Donc, si maintenant on arrive à mettre des 3 points à plus de 55 yards. Et tu sais comment sa draft, c'était un peu le défaut qu'on lui prêtait, hein, Moody. On lui disait qu'il était chirurgical, mais qu'il lui manquait un petit peu de force dans les pieds. Force est de constater qu'encore une fois, les stats de la draft nous font mentir dans le réel. C'est assez bizarre parce que les échos du centre d'entraînement disaient tout l'inverse, justement. Ouais. Donc, qui avait raison? Voilà. Donc, après, à voir comment il sera sur les matchs un peu venteux en play-off face à une équipe du Nord. Mais c'est très encourageant. C'est vrai que et puis, il y a un côté qui m'amuse, c'est qu'il a un sourire d'enfant sur la ligne de touche quand il réussit son truc. On dirait un bébé qui vient d'être félicité par ses profs. Je trouve ça trop mignon. Je suis désolé pour l'aparté, cher auditeur, mais je voulais le dire parce que, honnêtement, je trouve qu'il y a un petit côté amusant quand on le voit sur la ligne de touche. Il a une bonne tête de gentil. On sent qu'il est hyper concentré quand il rentre sur le terrain. Il est déter. Bon, mais après, on sent que c'est bon, j'ai marqué, je suis content. C'est ça, le stagiaire qui a envie de bien faire. Ouais, il a peut-être ce petit truc du kicker au 3e tour qui se dit je suis tranquille, je fais l'effectif, et puis finalement il se prend un énorme coup de pression en pré-saison en se disant réveille-toi mon grand, sinon tu vas prendre la porte. Et là il est à 100% dommage, donc la pression retombe et puis le sourire revient. Ouais, c'est cool. Moi mon top, je vais pas faire dans la surprise, c'est un joueur qu'on n'a pas trop mentionné. Ah non, pas du tout. Non, justement, je faisais déjà un geste en disant allez, j'ai entendu badaboum. Dis-le. Ah non, j'en ai shooté mon ordi. Dis-le. Donc oui, bon, mon meilleur joueur, en tout cas mon top, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est évidemment Christian McCaffrey, qui a été encore une fois monstrueux. Il confirme les espoirs que j'avais placés en lui pour être un futur MVP potentiel de cette saison. 116 yards, un touchdown, seulement 20 courses, quasiment 6 yards par course. Bon, je pense que ça se passe de commentaires supplémentaires. On va aussi tirer un coup de chapeau au formidable bloc qui accompagne chacune de ces longues courses. On voit que tout le monde veut se battre pour lui. Petit bémol pour ma part, Kyle Shanahan l'a aussi mentionné en conférence de presse, on ne peut pas se permettre de faire jouer tous les snaps d'un match à Christian McCaffrey toute la saison. C'est pas possible. On a Elijah Mitchell qui a dû trouver le temps long pendant tout le match. Mais que de plaisir de voir les courses tranchantes de Christian McCaffrey. Je te cache pas qu'à chaque bloc, à chaque contact que je vois sur McCaffrey, je m'inquiète toujours un peu. Moi, je me dis toujours, putain, il ne faut pas qu'il se blesse. Mais c'est vrai, oui, c'est presque trop de snaps, mais c'est un régal à voir jouer. Il est tranchant, il est exceptionnel. Et encore une fois, pour les vieux schnocks comme Olivier et moi, un joueur de ce profil dans les années 90, il concourt clairement au titre de MVP. On sait tous qu'à la fin de l'année, il ne le sera pas parce qu'il n'est pas quarterback. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas concourir quand tu vois les performances depuis un certain temps. C'est impossible.
S'il passe les 100 yards à chaque match et qu'il marque des touchdowns à chaque match, il n'y a pas de raison. Adrian Peterson l'a été il y a une petite dizaine d'années. Donc pourquoi pas. La différence, c'est que Peterson portait son équipe quasiment à lui tout seul. McCaffrey a de vrais joueurs autour de lui et ça va lui porter préjudice au moment de la course au MVP. Après, pour revenir à ce que tu disais, Kevin, par rapport à CMC, moi, il y a un joueur qu'on voit, enfin, on ne voit pas offensivement, je lui mets des guillemets, c'est notre Titan magique. Mais vous voyez les blocs qu'il envoie sur toutes les actions, George Kittle, c'est exceptionnel. On a l'impression qu'il se fait son rodage comme chaque année, que bon là, je commence pendant 3-4 matchs, je mets des gros blocs à tout le monde, et après je vais aller récupérer des ballons et je vais mettre mes 2 touchdowns par match. Mais à l'heure actuelle, si vous regardez les actions, le touchdown de Djibo, au départ de l'action, il y a Kittle qui fait un bloc sur un mec, il le pousse tellement fort qu'il en fait tomber 3, quoi. C'est un jeu de qui? Et quand vous avez sur le même côté et Kittle et Jawan Jennings, c'est un régal. Enfin, tu peux courir derrière eux, t'es tranquille, quoi, parce que les mecs, ils lâchent rien. Et c'est ce qui fait une véritable équipe. Et c'est pour ça qu'offensivement, on est monstrueux. Olivier, ton flop? Nick Bosa. Parce que je vais rebondir sur ce que disait Gonzague tout à l'heure. Il parlait du rapport, le prix, machin, tout ça, par rapport à Djibo Samuel. Eh ben putain, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bosa alors, hein? Je veux dire, pour l'instant, j'enlève rien aux qualités du gars. On sait les qualités qu'il possède, mais pour l'instant, il ne justifie en rien son salaire. Voilà. Pour un mec de son niveau, c'est passable. Ce qu'il propose, c'est passable. Et surtout que on a la comparaison quand on regarde jouer TJ Watt, par exemple, et quand on voit la différence entre les deux, elle est à l'heure actuelle, elle est abyssale, la différence. Même un Chris Jones qui a fait à peu près la même grève, qui est revenu, qui a claqué des sacs tout de suite. D'entrée. Alors que Bosa, il se fait mettre, comme on dit chez moi, il se fait mettre à l'amende par à peu près tous les tackles. Alors je veux bien qu'il soit doublé, pas doublé, mais voilà, il a intérêt à passer, à vite retrouver son vrai niveau, parce que là, le titre de défenseur de l'année, il peut l'oublier. Et le record de sac, il va falloir qu'il se réveille, parce que là, ça fait 2 matchs et bon, je le trouve totalement inconsistant à l'heure actuelle. Donc, quand tu parlais, Gonzague, ça, je me suis pas attardé tout à l'heure, tu disais l'intérieur de la ligne n'a pas progressé. En même temps, l'intérieur de la ligne l'année dernière, ils avaient un vrai Bosa sur un côté. Là, pour l'instant, l'intérieur de la ligne, ils n'ont pas un vrai Bosa sur le côté. Donc, j'attends de voir quand tu auras le vrai Bosa, voir ce que Hargrave apporte ou pas. Gonzague, ton flop? Je l'ai mentionné tout à l'heure, le duo de safety à la passe, à la couverture, que j'ai trouvé très en deçà de ses prestations habituelles. Je ne vais pas m'étendre davantage, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, pour moi c'est mon flop. Moi, pas grand chose à rajouter, j'ai pas de flop plus majeur. J'avais Nick Bosa aussi, Olivier, que j'ai trouvé vraiment. J'ai pas trouvé exceptionnel non plus la semaine dernière. Ça a été passable pour un joueur qui était de retour. Cette semaine, c'est pas acceptable pour un joueur de son statut, selon moi. Donc, cette semaine, on se retrouve pour la première fois en prime time avec un affrontement du jeudi soir face aux Giants. Un match qui paraît sur le papier un petit peu déséquilibré, on va se l'avouer, notamment en raison de l'absence de Saquon Barkley. Olivier, qu'est-ce que t'attends de ce match? Qu'est-ce que j'attends de ce match? J'attends qu'on le gagne et qu'on le gagne sans ce coup-ci, sans trembler et sans se retrouver à jouer de pas jouer la victoire dans le dernier quart-temps, pas comme on a fait là, pour être très clair. Cette équipe des Giants, elle est à l'heure actuelle, elle est pathétique. Quand je dis pathétique, c'est pour prendre 28 points de rang contre les Cardinals, il faut le faire exprès. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont des joueurs de talent, surtout ils ont Saquon Barkley. Barkley n'étant pas là, il faut qu'on leur mette une pilule. Et puis c'est les Giants, quoi. Les Giants, il faut leur mettre une pilule. C'est comme ça. Il n'y a pas de discussion à avoir. C'est grosse pensée pour mon copain Dédé qui est sur TDA s'il nous écoute. Mais sinon voilà, les Giants, on sait que défensivement ils ont une belle équipe. Mais offensivement, je dis c'est Daniel Jones. Et il n'y a pas l'arme numéro 1, donc il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas, qu'on prenne pas l'ascendant, et que Bosa sur ce match se réveille. Donc pour moi c'est victoire et même pas à discuter.
Clairement, les Giants paraissent être un beau cadeau parce que pas de running game en l'absence de Saquon Barkley. Il y a pas de receveur de toute façon. Le pauvre Darren Waller paraît bien esselé. Et Gonzague, toi, qu'est-ce que t'attends de ce match? C'est marrant parce que je suis en total désaccord avec vous à nouveau, ce qui est intéressant. Moi, j'ai pas changé mon avis sur les Giants depuis l'année dernière. Je considère cette équipe comme une équipe poil à gratter. C'est une équipe qui est capable de faire déjouer les meilleures franchises. Et je pense que ça n'a pas changé de ce côté-là. L'absence de Saquon Barkley est un vrai plus pour nous, on va pas se leurrer. Ça s'annule un peu avec Brandon Ayuk qui est très incertain pour le match. Entre nous, je pense qu'on va gagner, mais contrairement à vous, je ne vois pas du tout une victoire large. Déjà, le cas Daniel Jones. Daniel Jones, ce n'est pas le meilleur quarterback de la ligue, je pense que nous serons tous d'accord par rapport à ça, mais il a une qualité, c'est que c'est quelqu'un qui sait prolonger les drives quand il le faut. Et on parlait tout à l'heure du temps qu'avait passé Purdy à se refroidir sur le banc de touche. Les Giants sont capables de faire des drives longs. Et à partir de là, j'ai très peur de ce qu'on appelle en soccer le faux rythme. Et je vois bien les Giants nous poser quelques problèmes, contrairement à vous. Je mise sur une victoire de San Francisco, bien entendu, mais je ne serais pas surpris qu'un peu comme face aux Rams, alors les Rams c'était un peu plus, mais je ne serais pas surpris qu'à la fin, nous gagnions qu'à un touchdown d'écart. Je ne serais pas surpris du tout. Alors, le défaut des Giants, pour moi, il est évident, et c'est là où l'absence possible de Ayuk pose problème, c'est que c'est une équipe qui a de gros problèmes à la couverture au niveau des linebackers. Et on peut tenter quelques jeux verticaux. Et là, on va mettre un peu Purdy au test pour voir s'il est capable de produire quelques jeux un peu plus longs, d'étendre un peu la chose. Mais l'absence de Ayuk pourrait être problématique. J'attends notamment une performance de Jennings, par exemple. Je vois bien Jennings performer de par son jeu face aux Giants. Mais voilà, mais je ne suis pas aussi serein que vous ne l'êtes sur la victoire large. La victoire, oui, mais pas large. Mais comment t'expliques que l'attaque des Giants puisse réaliser quoi que ce soit face à cette défense? Daniel, en fait, alors déjà, ils ont un peu, pour le terme qu'on prête à Kyle, ils ont un génie offensif en tant que coach. C'est un très bon coach. La deuxième, c'est que Daniel Jones, encore une fois, beaucoup de gens le décrient. Je suis d'accord pour reconnaître que c'est pas le meilleur quarterback de la ligue, mais il n'est pas aussi nul que beaucoup de gens veulent prétendre. Mais il a un jeu peu académique. Il a un temps de lecture qui est plutôt long, ce qui lui pose problème sur le jeu de passe. Mais paradoxalement, il sait utiliser ses jambes et souvent à bon escient. Et il sait prolonger les drives. Donc, je m'inquiète de drives longs des Giants qui produisent du point, soit du touchdown, soit du field goal, mais qui ont tendance à refroidir notre attaque. C'est une équipe poil à gratter, les Giants. Ils savent faire déjouer les meilleurs. On l'a vu, c'est leur présence en play-off l'année dernière, c'est ça. Ils savent faire déjouer. Tu joues les Giants, tu joues moins bien. Après, il faut quand même, enfin, je vais quand même un petit peu te ralentir. Hein. Sur les 8 cartons qu'ils ont joués, il y en a 6 où ils ont marqué 0 points. Et ils ont sorti une deuxième mi-temps de feu. Oui, mais donc, bon. Alors, c'est pas notre défense. C'est les finales de la poule contre qui ils ont joué. Je vais dire. Cette équipe a du cœur. Cette équipe n'est pas la meilleure, mais elle a du cœur. Je veux dire, je rappelle quand même qu'il y a un des touchdowns qu'il va chercher, là où il se blesse, si c'est pas lui, il n'y a jamais touchdown. Il va le chercher en bout de ligne pour toucher le poteau, en s'étendant au maximum. Si c'est n'importe quel autre coureur, il ne récupère pas le ballon, et un receveur, il va jamais faire la différence comme il a fait lui, parce qu'elle était à la fois en vitesse et en puissance. Donc, il va leur manquer ça. Et puis, quand tu dis, Brian Daboll, c'est un bon coach, il mange pas à la même table que Kyle Shanahan, quoi. Pas abuser non plus, quoi, je veux dire. Et puis tu dis il faut déjouer les meilleurs. Ils ont pris 40 pions dans le Falzer contre Dallas, quoi. Donc je veux dire, je pense pas qu'on va la mettre 40-0, mais je pense que ça devrait se passer. Normalement, ça devrait se tourner. Si on finit avec 10 points d'écart, je suis même pas étonné, quoi. Et puis, juste comme ça, vous faire la liste des receveurs. Isaiah Hodgins, Darius Slayton, Jalin Hyatt, Paris Campbell, Sterling Shepard. Ça va, on va affronter pire que ça. J'aime bien Shepard, mais bon, ça c'est personnel. On est quand même sur un des corps de receveurs les plus faibles de la ligue, on va pas se mentir. Mais encore une fois, sur le papier, cette équipe vraiment ne fait pas peur du tout. Je vous rejoins complètement. Je dis juste que cette équipe est bien coordonnée, qu'elle a du cœur
et que globalement, elle n'est pas si facile que ça à jouer. Alors oui, les premiers matchs ne me donnent pas nécessairement raison, notamment le match face à Dallas. La réalité, c'est que cette équipe n'a pas non plus beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Et je n'oublie pas ce qu'elle était l'année dernière. 68 points en 2 matchs, Gonzague. 68 points en 2 matchs. Attends, moi, je maintiens que par rapport au jeu que nous pratiquons et les qualités qui sont les leurs, que ce ne sera pas un match facile. J'espère me tromper, ou non, parce que et encore non, parce que vu que je pronostique quand même une victoire, l'idée, c'est pas non plus qu'on leur foute une misère, sinon le quatrième quart-temps n'aura plus grand intérêt, mais la réalité des choses, c'est que je ne vois pas ce scénario venir. Vous étiez très optimiste face aux Rams, et à juste titre d'ailleurs. Finalement, c'était un match plus serré que prévu. Je serais pas surpris que ce soit rebelote jeudi soir. Pas surpris du tout. Et pour continuer sur cet élément de réflexion, ça va être quoi ton facteur X dans ce match, Gonzague ? En fait, c'est une équipe qui a des joueurs que je trouve extrêmement solides sur la ligne défensive au centre et qui a un corps de linebacker qui est plutôt mauvais à la passe, mais qui n'est pas non plus dégueulasse à la course. J'espère qu'on ne va pas faire une surutilisation de McCaffrey sur ce match-là. Pour moi, je pense que si on arrive à passer le rideau des linebackers sur quelques jeux verticaux qui changent un peu de nos habitudes par rapport à ce qu'on a produit face aux Rams, on peut gagner par rapport à ça. Voilà. Et l'autre chose également, c'est s'assurer que les Giants ne partent pas sur des drives longs en attaque à base de 5 yards par-ci, 3 yards par-là, 3e et 3, des choses comme ça qui poursuivent les drives et qui fassent que Purdy, pour reprendre les arguments qui étaient les vôtres, se refroidisse sur la ligne de touche. Il a besoin d'être dans l'énergie, d'être extrêmement dynamique. Et je pense que c'est pas nécessairement le servir que de partir sur des drives longs sur l'attaque des Giants. Donc voilà, je crains le faux rythme et c'est à nous de bien stopper Daniel Jones d'un côté et de ne pas nécessairement trop abuser de la course face aux Giants parce que je ne sens pas que c'est comme ça qu'il faudra aller chercher la victoire. Olivier, ton facteur X ? Moi, je vais faire plus court que Gonzague. Le facteur X, ça va être défensivement Bosa. Une fois que tu as posé ça, tu as tout dit. Et offensivement, une utilisation de George Kittle par rapport à leur faiblesse au niveau de la passe. Je pense que c'est Kittle plus que Jennings qui va faire la différence ce match de jeudi. Voilà. Ah oui, très, très bon argument, Kittle. Oui, tout à fait. J'aurais même fait de parler de Kittle. Tu as tout à fait raison. Le duel Andrew Thomas-Bosa va être très intéressant. Ouais, mais c'est pour ça, c'est match. Il va être très intéressant. Parce que c'est un très très bon tackle dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Ouais, mais il faut que là, il fasse son step-up, c'est maintenant. On peut pas se permettre. On peut pas se permettre de le payer le prix qu'on le paye si le mec il finit la saison avec 4 QB hits et 0 sac. Ça va vite me gonfler. Moi, en ce qui me concerne, mon facteur X, comme tout adversaire qu'on affronte dont la meilleure cible est un tight end, j'attends de voir Fred Warner. J'attends qu'il éclate complètement la concurrence à ce poste-là et que voilà, moi je m'attends à une performance défensive de très haut niveau et je serais pas étonné qu'on ait plusieurs touchdowns défensifs dans ce match. Ça serait pas une mauvaise idée. Gonzague, ça va être quoi ton pronostic pour ce match ? J'hésitais entre 17-10 et 23-17. Je vais partir sur un 23-17. Pose un petit 10 € sur ce résultat-là, je pense que tu peux devenir riche. J'ai jamais été très joueur, je le reconnais. Et Olivier, ton prono ? 36. Moi, mon pronostic de la semaine dernière ne m'a pas trop réussi. J'avais pronostiqué un score à 0 pour les Rams, mais j'y retourne et je pronostique un 24-0 pour les 49ers. Et puis, on va enchaîner sur la séquence qui devient une habitude avec la question des auditeurs. Les questions des auditeurs, pardon. Gonzague, tu nous as préparé ça, je crois. Alors oui, merci à tous les auditeurs qui ont été actifs, donc, notamment sur le groupe Facebook qui est animé par Gilles, que nous saluons. Alors, j'ai retenu notamment 3 questions. La première, c'est question donc, de David chez nous. Donc, j'ai une vraie question. Êtes-vous rassuré par les prestations de Moody quand on connaît l'importance d'un kicker dans le football moderne? Est-ce que cela justifie ce repêchage aussi haut dans la draft? Après 2 matchs, je pense que oui, la vie est assez positive. Ça méritait ce choix-là. Après, dans plusieurs cas de figure, on pourrait se retrouver dans 2-3 semaines à dire que finalement, c'est plus du tout le cas. Mais actuellement, à l'heure où on se parle, oui, il est à 100%, il n'a pas raté un extra point, il n'a pas raté un field goal, il a mis un de plus de 55 yards.
c'est jamais, ça frôle jamais le poteau, c'est toujours plein milieu. On souffre pas quand il tire, donc qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'un kicker? C'est parfait. Bah, je te rejoins complètement. De toute façon, on en avait parlé lors de l'épisode draft. Et merci à John Lynch d'ailleurs, on a une équipe qui est extrêmement bien gérée au niveau des contrats, au niveau de beaucoup de choses, ce qui fait qu'on se permet d'avoir des goûts de luxe en prenant au 3e tour un kicker, en pouvant se permettre de prendre au 4e tour un punter et de reprendre un ramasseur de ballon au 5e tour. La réalité, elle est là, c'est qu'on peut se permettre des luxes que d'autres franchises ne peuvent pas se permettre. Donc oui, on a surpayé pour un kicker, clairement, aucun kicker ne justifie un 3e tour, même générationnel. Mais la réalité de la chose, c'est qu'on pouvait se le permettre à ce moment de notre gestion de la franchise. Tout simplement. Donc ça ne se justifie pas en soi, mais dans le cas de figure qui est le nôtre, on peut le justifier. Voilà, c'est un peu une réponse de Gascon, mais qui, pour moi, me paraît cohérente. Et puis si on a notre kicker de franchise pour les 10 à 15 prochaines années, tout le monde aura oublié que c'était un 3e tour. Tout ce qu'on retiendra, c'est que c'est un gars qui nous passe les field goals, qui nous fait marquer des points à chaque match. Absolument. Absolument. De toute façon, il n'y avait rien de plus à dire. Vous avez Moody, on en a déjà parlé dans l'émission. Moi, je l'ai mis en top. Donc, moralité, il n'y avait rien de plus à rajouter. Question de Johan, qui est un de nos auditeurs réguliers, que nous saluons très fort d'ailleurs. Unique sac de la rencontre est d'un linebacker, au-delà de tomber facilement sur Bossa, clairement à court de rythme et marqué de très près. C'est toute la première ligne défensive qui a semblé très très loin du quarterback adverse. On a juste réussi à lever les bras pour dévier, c'est déjà cela, des passes. Inquiétant lorsqu'on sait que la OL des Rams était jugée faible. Après, je crois qu'ils ont réussi à faire fort lors de la week 1 contre les Seahawks, mais quand même. Ouais, parce que c'est ce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein, leur O-line, elle était sous-cotée, à mon avis, et elle est en train de se révéler au jeu de la ligue. Après, il faut pas tout jeter non plus. On a Kinlaw qui dévie un ballon à un moment. On a Drake Jackson qui dès le début du match est arrivé plusieurs fois proche de Stafford. Je crois que c'est Ward à un moment qui fait un blitz et il doit le fendre en deux à Stafford et il se fait bananer sur une feinte de grand-mère. Voilà, il y a deux trois moments où le momentum aurait pu tourner plus rapidement et on va pas non plus dire que la défense elle a pas été présente parce que il y a quand même eu de la pression sur le quarterback. Stafford a fait un super match aussi. Je suis pas particulièrement inquiet. Ce qui est problématique, pour moi, le plus problématique à l'heure actuelle, c'est Nick Bosa. Le reste, on a vu la première semaine, quand il y a un peu d'espace à saquer. Et oui, Warner, il a fait le seul sac, mais c'est normal. C'est l'âme de la défense, c'est le capitaine de cette défense. Et il fallait faire une action d'éclat, c'est lui qui l'a faite. Ça me paraît évident. Oui, il y a eu un manque de pression certain, surtout sur la première mi-temps sur Matthew Stafford, qui, on l'a déjà dit, est en état de grâce ce soir-là. Mais je pense qu'on se focalise un peu beaucoup trop sur les sacs. C'est une statistique importante, c'est sûr, mais on fait 2 interceptions et c'est pas uniquement grâce au DB, c'est aussi grâce à la pression, c'est grâce au travail de la ligne défensive. Il n'y a pas de sac, mais il y a 2 interceptions. Ça aussi, ça compte. Donc c'est une inquiétude, surtout pour Nick Bosa. Je te rejoins, Olivier, parce que forcément, on n'a pas la même puissance au niveau de la pression si on n'a pas un Nick Bosa à 100%. Mais quand ce sera le cas, ça va revenir. Et je le répète, les sacs, c'est important, mais ça ne fait pas tout. On est d'accord. À cela également, j'ajoute également que pour faire du sac, encore faut-il avoir le temps d'atteindre le quarterback. Or, Olivier faisait mention du match de Stafford. Je pense que n'importe quelle personne qui s'intéresse un peu à la mécanique en foot américain devait être aux anges en regardant Stafford. Il a un release d'une vitesse, mais ça on l'a toujours dit, c'est du bonheur à regarder. Au niveau de la mécanique. Honnêtement, pour aller chasser un quarterback qui est capable de te lancer la balle en première lecture en moins de 2 secondes, il faut se lever de bonne heure, quelle que soit la ligne offensive. Donc la ligne, elle a fait son taf du côté des Rams, je suis complètement d'accord. Mais si, pour expliquer la question de Johan, pourquoi est-ce qu'on était si loin au moment du lancer, mais tout simplement parce que Stafford a une vitesse de lecture et une vitesse de release, sa mécanique de lancer, c'est du bonheur à voir. C'est superbe. C'est du vrai foot US comme on l'aime, quoi. Donc, bravo à Stafford qui a réussi à faire déjouer notre défense. Mais encore une fois, j'insiste par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de ce côté-là qu'il faut voir. C'est pas notre défense qui a pêché, c'est Stafford qui nous a sorti un match de feu. Comme il avait déjà fait contre nous auparavant, d'ailleurs. Et puis, encore une fois, gros coup de chapeau aux Rams. Je pense qu'on s'est
tous trompé très lourdement sur leur cas. Ok, oui. C'est une équipe qui va pas être facile à battre. Je suis pas sûr qu'il y a tant d'équipes que ça qui vont réussir à les accrocher. Donc gros coup de chapeau. Et puis quand ils vont récupérer Cooper Kupp, si Matthew Stafford reste en bonne forme, avec Puka Nacua en plus, attention Rams. Complètement. Absolument. Ils vont avoir un fabuleux duo de receveurs, mais bon, on n'en est pas encore là. On sait que c'est quand même une équipe qui a tendance, Stafford, à se blesser, et malheureusement, Cooper Kupp, je pense que il va avoir du mal à remonter encore. Ça fait quand même un moment qu'il est blessé, c'est pas facile au bout d'un moment de revenir sur ce sport-là. J'ai une troisième question de Steven Velten. J'espère prononcer correctement, auquel cas il m'excusera. Qu'avez-vous pensé du match de Purdy? J'ai trouvé que sur 2 ou 3 passes en profondeur, il n'a pas été précis et que ça aurait pu tuer le match. Alors, Steven, en effet, nous avons évoqué la chose tout à l'heure. Je laisse Kevin et Olivier répondre, mais je pense qu'on va certainement faire une certaine redite par rapport à ça. Oui, évidemment, ça a sauté aux yeux ces passes un peu trop profondes. Mais encore une fois, il fait pas un mauvais match non plus. Il fait un match qui peut être satisfaisant au niveau dont on a besoin qu'il soit au final. Mais c'est sûr qu'il y a besoin qu'il soit meilleur dans ces phases de jeu-là. On a des receveurs avec Ayuk, avec Debo, même avec Jennings qui peuvent aller chercher des tracés plus longs. On a besoin d'un quarterback qui est capable de les trouver. Mais ça reste qu'un match. Je suis pas plus inquiet que ça. Ouais, pas plus. Parfait, on va vous souhaiter alors un très bon match pour ce premier match en prime time du jeudi soir. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour le débrief de ce match et puis la suite du programme des 49ers. Salut. Go Niners. Ciao. Come on.